Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans la nuit électorale que vous propose la RTI. Après une campagne électorale qui s'est déroulée du 25 au 31 août dernier, près de 8 millions d'Ivoiriennes et d'Ivoiriens inscrits sur la liste électorale étaient appelés aux urnes ce samedi 2 septembre. Il s'agissait donc pour eux de choisir leurs conseillers régionaux et municipaux. Comment s'est déroulée la campagne électorale? Dans quel environnement les Ivoiriens ont-ils voté? La sécurité était-elle au rendez-vous? Que vont faire les candidats en attendant les résultats? Ce soir, nous vous proposons deux plateaux avec des invités différents et qui vont répondre, mesdames, messieurs, à vos questions et à nos questions. Pour sa part, Victorien Angwa est installé à la commission électorale indépendante, d'où il va intervenir. Nous aurons également des correspondants à travers le pays pour donner l'ambiance dans les différents QG. Permettez-moi, mesdames, messieurs, de vous informer également que la direction de la RTI a invité sur ce plateau un représentant du PPACI et un représentant du FPI pour participer à cette émission qui contribue au renforcement de notre démocratie. Malheureusement, nous n'avons pas eu de retour positif en dépit des relances et des promesses. Ceci dit, le décor est planté et je vous présente alors nos invités ce soir. Madame la ministre Euphrasie Kwasi-Yaou. Bonsoir, madame. Bonsoir. Merci d'être sur ce plateau. Moi qui vous remercie. Alors, madame la ministre, vous êtes titulaire de la chaire UNESCO aux femmes. Aux femmes et pouvoir de décision. Et vous insistez là-dessus. Oui. Alors, vous êtes par ailleurs, évidemment, coordinatrice du Compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire. Docteur Guy Bessongui Ndatien-Séverin, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes docteur en droit, vous êtes également directeur de cabinet adjoint du secrétaire exécutif du RHDP. Effectivement. Merci d'être parmi nous. Merci à vous. Excellence Youssoufou Joseph Bamba, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes diplomate de carrière, vous êtes également secrétaire exécutif aux relations extérieures du PDCI RDA. Oui. Merci d'être parmi nous, Excellence. Nous parlons de scrutin, il est impossible de parler de scrutin d'élection sans la police. Et sur ce plateau, nous recevons avec beaucoup de plaisir le commissaire divisionnaire Aristide Adon. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, vous êtes chef du centre opérationnel de la police nationale. C'est exact. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur ce plateau. Chers téléspectateurs, comme d'habitude, vous pourrez participer à cette nuit électorale en scannant le QR code qui apparaîtra au bas de l'écran. Nous voulons que cette émission, cette nuit électorale, soit interactive. Alors, je veux m'adresser de prime abord à son Excellence. Comment le PDCI a-t-il préparé ce scrutin après le rappel à Dieu du président Bédié? Merci. Justement, je voudrais profiter de cette antenne pour rendre un hommage à la presse, toute la presse nationale, toutes tendances confondues, parce qu'ils ont manifesté un élan de solidarité rarement égalé dans l'histoire de notre pays, suite à la disparition du président Henri Konan Bédié, par l'hommage qui lui a été rendu, empreinte d'âme, de beaucoup d'émotions, de dignité, de respect, de compassion. En tout cas, le PDCI a été très touché et par ma voix, je voudrais saluer la presse nationale pour ces gestes républicains de haute portée. Alors concrètement, comment vous avez justement, après cet épisode, préparé ces élections? Bien entendu, c'est une grande perte pour le PDCI RDA. C'est d'autant plus grand que c'était inattendu. Mais après le choc, le moment du choc passé, nous avons pu puiser dans nos ressources et je peux vous dire que tous les militants se galvanisés et le mot, si vous voulez, le mot d'ordre spontané qui sortait de toutes les bouches, c'était que nous devons gagner pour rendre hommage au président Henri Konan Bédié. Rendre hommage au président Henri Konan Bédié. Alors, docteur, du côté de RHDP, comment vous avez préparé justement ces deux scrutins de couplés? Alors, nous avons, au niveau du RHDP, préparé ces élections depuis le début de la première étape, c'est-à-dire depuis l'inscription sur la liste électorale. Oui. Parce qu'on ne peut pas voter
si on n'est pas inscrit sur la liste électorale. Première étape, le RADP s'est donné les moyens, s'est assuré de faire en sorte que tous ses sympathisants et toute la population puissent s'inscrire sur la liste électorale. Il est vrai que c'est un acte citoyen, d'abord à la base, mais comme vous le savez si bien, l'élection est d'abord la première étape de la démocratie. On ne peut pas être électeur, on ne peut pas voter sans être inscrit sur une liste électorale. Première étape. Alors la seconde étape, c'est que le RADP s'est assuré de sélectionner dans une procédure transparente et éprouvée par le directoire et le présidium ses candidats. Oui. Les meilleurs candidats possibles, à même de battre tout candidat adverse se présentant contre lui. Et donc, nous avons pu choisir nos candidats susceptibles de gagner. Alors, ces candidats ont été galvanisés en étant investis par le président du parti lui-même. Et ceci a donné notamment l'onction nécessaire à nos différents étalons, de sorte à pouvoir battre tout candidat adverse se présentant contre lui ou devant lui. Alors, finalement, nous avons également, préparant cette élection, cette compétition électorale, parce que c'est un jeu démocratique, c'est une compétition, il faut y aller, fair play. Nous avons donc assuré la formation de nos candidats. La formation de nos candidats, de sorte à ce que l'esprit de compétition soit assuré, notamment les actes à éviter pendant la campagne, les actes à éviter pendant le vote. Donc les conseils, un pool d'avocats que nous avons donc commis a pu faire la formation, la sensibilisation aux actes à éviter conformément au code pénal d'une part et conformément au code électoral d'autre part. Et donc tout ceci a concouru à faire en sorte que nos candidats se sont comportés aisément tout au long de la campagne en respectant leurs adversaires, parce que c'est ce qu'il faut, c'est une compétition électorale. Alors donc ce n'est pas des adversaires politiques, sont tous des frères, des amis. Et le RADP, c'est un parti de rassemblement d'abord, et ensuite un parti démocratique. Et toutes ces valeurs-là nous ont permis d'assurer et de mettre un environnement sain, capable et compétitif, de sorte à avoir la victoire. Donc voici l'atmosphère, les conditions dans lesquelles nous sommes préparés et dans lesquelles nous avons préparé également nos compétiteurs. Merci docteur. Alors justement, avant d'écouter, je voudrais écouter tout à l'heure Madame la ministre, nous vous proposons tout de suite un extrait du président de la République, Alassane Ouattara. Justement, il s'est prononcé sur la question des élections couplées. Lors de son adresse à la nation, il parlait évidemment de l'état de la nation devant le Parlement. Nous étions le 25 avril dernier. Je souhaite que les prochaines élections municipales et régionales, prévues le 2 septembre de cette année, se déroulent dans un climat de paix, de respect et de fraternité pour le renforcement de notre démocratie. Travaillons tous à faire de la Côte d'Ivoire une véritable terre d'espérance pour tous ceux qui vivent et travaillent dans notre beau pays. Vive la République, vive la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse notre beau pays. Je vous remercie. Madame la ministre, quelle est votre réaction après cet extrait et ces mots du président de la République concernant ces élections? C'est d'abord un sentiment de satisfaction. Le président de la République parlait de paix, de respect, de terre d'espérance. Et c'est pour cela que le Compédium des compétences féminines de Côte d'Ivoire travaille depuis au moins 12 ans à ce que les hommes, les femmes, les différents partis politiques, tout le monde contribue aux élections. Et cette année, la plus grande faveur, la plus grande joie des femmes, c'est qu'il y a cette loi-là qui a été respectée et on a au moins 30% de femmes sur les listes électorales, sur les listes municipales et les listes régionales qui vont décider pour leur commune ou pour leur région. Je vous assure que c'est une grande première. Donc ce sont des mots de remerciement au président de la République, au gouvernement et aux partis politiques, bien sûr. C'est vrai que ça n'a pas été facile, mais finalement, tout le monde a respecté. Ça n'a pas été facile? Non, on va revenir là-dessus. le Parlement, qui a d'ailleurs voté la loi, et les femmes elles-mêmes qui ont osé, elles ne font que gagner. Même celles qui ne vont pas gagner, elles ont eu l'expérience, donc elles ont gagné. En tout cas, nous, on est contents.
Merci, Madame la ministre. Alors, commissaire divisionnaire, alors, on voudrait savoir justement quel a été votre apport, comment vous avez préparé justement ces élections avant et pendant, puisque le scrutin a eu lieu aujourd'hui. Quel est vraiment de façon opérationnelle ce que vous avez mis en œuvre? Alors, Madame, permettez-moi, avant de répondre à votre question, de remercier ma hiérarchie, commencer par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le directeur général de la police nationale, qui ont permis que je sois présent sur votre plateau. Ceci dit, pour répondre à votre question, nous avons préparé avec Munici ces élections. Oui. Nous avons commencé par une phase de planification qui a permis, avec les données mises à notre disposition par la CEI et puis les remontées terrain en termes d'information et de renseignement, permis de déterminer le volume d'effectifs à déployer, le matériel à engager et puis à repartir les tâches entre les forces. Ceci fait, nous avons mis un point d'honneur à apaiser le climat sécuritaire par des patrouilles, par la tenue de postes d'observation, par... Qu'est-ce que ça veut dire de façon... Parce que ceux qui nous regardent apaiser, est-ce que c'est votre présence? Oui, par notre présence, il fallait éviter qu'il y ait des actes de criminalité, il fallait éviter qu'il y ait des situations qui empêchent le déroulement des élections. Donc nous avons travaillé à cela pour assainir l'environnement, ce qui nous a permis d'aboutir à ça. Et ensuite, nous avons commencé à déployer nos forces. Nous avons activé les PC à partir du 29 août. Nous avons déployé nos effectifs au plus près des zones d'action à partir du 30. Et aujourd'hui, nous avons déployé le binôme police-gendarmerie sur les lieux de vote, avec promission, oui, rassurée par la présence, intervenir pour régler les différends qu'il pourrait y avoir entre électeurs, organiser la police de la file et puis intervenir en cas de besoin dans le bureau de vote, oui, à la demande du président de vote. Combien d'éléments ont été détachés de façon globale? Alors, disons, ça dépend du volume. De façon globale, oui, disons, nous avons engagé 34 400 packs personnels, excusez-moi, oui, et donc repartis comme suit: 14 000 policiers, 14 000 gendarmes, 5 783 militaires. Et pour le commandement et la coordination, nous avons engagé 617 personnes à peu près. Donc, des élections ont été sécurisées. Alors, je veux vous demander, vous avez été des acteurs clés de ce scrutin. Est-ce que, Excellence, vous avez senti la présence de la police sur le terrain ou elle était discrète? Oh, bien sûr, la police a joué son rôle. J'ai parcouru, j'ai été donc à Cocody, j'ai voté ici Sainte-Marie, où le président de la République lui-même a voté également. J'ai ensuite visité Cocody, oui, au Golfe où j'habitais. Il y avait la présence de la police. J'ai été aussi à Abobo. J'ai remarqué la police. Alors, mais avant, je voulais quand même aussi répondre sur l'enjeu démocratique même. On parle d'élections apaisées. J'avais une question pour vous, justement. Ah. J'avais une question pour vous. Pour tous les quatre, hein, c'est pas pour vous. À l'occasion, justement, il y a eu l'Académie de l'autorité de la presse nationale. Et c'était un très bon exercice parce que la question était: quelle est la contribution de la presse pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire, bien sûr les élections locales. Et on demandait un peu la perspective des partis politiques et puis des chefs religieux. Et à cette occasion, nous avons eu à développer les conditions d'une démocratie apaisée. Ça passe, je voulais citer un président allemand, Friedrich Herbert, de la Première République de Weimar, 1919-1925, qui a dit que la démocratie a besoin de démocrates. On ne peut pas parler de démocratie. Où vous voulez en venir, Excellence? Moi, je veux juste comprendre. Je veux en venir à la formation en éducation. Oui. À l'éducation civique. Alors, oui, je ne veux pas être long. Je voudrais simplement faire référence, par exemple, à un pays voisin
de la Côte d'Ivoire, le Ghana, qui fait de la formation du citoyen, la formation politique et la formation démocratique, le point d'ancrage même du développement de sa démocratie. Alors, moi, j'ai envie de vous demander, j'ai envie de rebondir sur ce que vous dites, parce que, après, je vous poserai la question. Vous parlez de l'éducation, de la formation. Docteur, vous avez parlé également de la formation en réalité des militants, des candidats. Je sais qu'au niveau du compendium, il y a également de la formation. Je voulais compléter, effectivement. De la formation. Je récupère un peu la parole. Voilà. Permettez-moi, Excellence, parce qu'on est là justement pour que ceux qui nous regardent comprennent. Exactement. Est-ce que la formation n'est pas faite ou elle n'est pas faite suffisamment, puisqu'on parle de démocratie, vous parlez de démocrates. Moi, je veux juste comprendre à ce niveau quel serait le problème. Le problème, c'est le manque de formation, de compréhension, parce que la démocratie ne se limite pas seulement à déposer les bulletins dans l'urne. Il y a beaucoup d'éléments. Le docteur... alors, qu'est-ce que vous faites? Que font les partis politiques? Moi, je suis désolé. J'en viens. Il y a un environnement. Oui. Il y a, si vous voulez, un cadre général d'abord. Le cadre général, c'est quoi? C'est l'état de droit dans notre pays. L'état de droit, c'est-à-dire d'abord le respect de la Constitution. Ensuite, vous avez les principes qui sous-tendent justement cette démocratie, qui sont l'état de droit, les libertés, et ensuite la participation citoyenne. Sans entrave. Oui, d'accord. Mais je voudrais juste, et vous me permettez, excusez-moi, mais je vais devoir juste recentrer. C'est vrai que ce dont vous parlez est très important, mais dans le cas de figure, je voudrais vraiment insister sur l'environnement, c'est vrai que la question qui venait justement quand vous avez commencé, c'était justement, il y a eu quelques éléments qui ont été remontés, d'ailleurs même par le président de la CEI qui a parlé d'incivistes. Ma question que je veux vous poser à tous les quatre, et je pense que vous pourrez rebondir là-dessus, okay. Il y a encore eu malheureusement des cas d'incivisme, des affiches déchirées, des propos intolérants pendant la campagne. Alors, ma question, pourquoi sommes-nous encore en 2023 face à ce phénomène? Madame la ministre, très rapidement. Moi, je pense que souvent, les gens parlent de démocratie, de développement, de paix, mais ils n'expliquent pas aux communautés, aux populations, ce que c'est. C'est-à-dire qu'ils ont plus besoin d'informations. Je donne un exemple. Tout le monde parle de paix. Mais qu'est-ce qu'on fait en matière de paix pour que celui qui est assis dans le fond de son village ou dans sa région, comprennent ce que c'est que la paix? C'est comme ça que nous, on a créé un outil pour permettre aux gens de connaître même ce que c'est que la paix, ne serait-ce que dans leur langue même. Et on a mis des éléments, par exemple, la conscientisation. Il ne suffit pas de sensibiliser pour dire que le monsieur ou la femme a compris. Il faut conscientiser. On a des éléments pour ça. Après, maintenant, il faut les former à la notion de paix. S'ils ne comprennent pas, on peut leur même demander de dire dans leur langue. Et ensuite, poser des actes concrets, des actions. On a créé donc ce qu'on appelle Créa Paix, communauté régionale pour l'autonomisation et la paix, en permettant aux personnes, en responsabilisant les femmes qui souffrent souvent quand leurs maris, leurs enfants souffrent de conflits justement électoraux, on les forme. On responsabilise les jeunes. Demandez-leur, la paix est non négociable. Avec la chaîne UNESCO aux femmes et pouvoir de décision. On a travaillé à ça, c'est clair, c'est concret. Merci Madame la Ministre. Je voulais juste rappeler, avant de vous donner la parole, docteur Aker également et encore Excellence, qu'il y a un code QR. Hein. Mesdames, Messieurs, vous pouvez donc intervenir, partager donc, votre expérience aujourd'hui ou poser des questions à nos quatre invités. On a d'ailleurs une première question, Sydney de Côte d'Ivoire qui dit « Que font nos autorités concernant ceux qui se rendent coupables de diffusion de fausses informations sur les réseaux sociaux ?» J'ai envie de m'adresser au commissaire. Oui. Qu'est-ce que vous faites quand il y a justement ces fake news sur les réseaux? Alors aujourd'hui, on a des outils pour retrouver ces individus-là. Oui. Et donc, quand ils sont retrouvés, on les réprime simplement. Voilà. Tout simplement? Tout simplement. Alors, justement, docteur, je voudrais justement aussi vous entendre. Hein. Oui. C'est vrai que cette question s'est adressée donc, au commissaire. Je voudrais vous entendre sur la question du civisme, l'incivisme, la question de la participation citoyenne, le comportement citoyen, ces affiches déchirées, etc. Pourquoi, en 2023, nous en sommes encore là? Alors, pas d'éducation au sein de vos partis politiques? L'éducation, d'abord, je voudrais d'abord situer deux aspects. Hein. La Constitution ivoirienne, déjà, en son article 51,
dispose que les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Si les partis politiques concourent à l'expression du suffrage, le suffrage, c'est l'acte par lequel l'électeur ou le peuple exprime sa volonté, son vote. Donc le suffrage, c'est le vote. Le faisant, les partis politiques ont un rôle de formation devant permettre également aux électeurs de pouvoir exprimer leur vote. Et le même article 51 de la Constitution nous dira que le vote, le suffrage du moins, que les partis politiques concourent, dont ils concourent à l'expression, le suffrage est universel. Première caractéristique, le suffrage est libre. Liberté d'exercer son suffrage. On n'est pas obligé de voter. Liberté. Donc tout acte, justement, qui va entraver cette liberté d'expression du suffrage sera puni par les dispositions du Code pénal relatives notamment aux infractions en matière électorale, notamment l'article 206 à 214, les articles 206 à 214 du Code pénal, dont le législateur prévoit notamment que tout entorse, parce que le suffrage lui-même doit s'exprimer, s'exercer de façon libre. Et tout entorse à cette liberté d'expression du suffrage est réprimée par le Code pénal. Mais je vais terminer. Le suffrage, il est également égal, mais également le suffrage, il est secret. Ce que je veux dire en plus du fait que les partis politiques concourent à l'expression du suffrage, parce que nous assurons la formation, mais il y a également l'éducation. Oui, je vais arriver, parce que là, c'est non seulement les partis politiques, mais l'autre disposition de la Constitution, c'est de dire la société civile va concourir à l'expression de la démocratie. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez deux composantes. La composante, la société dite politique, qui est composée des partis politiques, des acteurs politiques, et la société civile, qui est composée des acteurs non politiques. Ce sont ces deux entités qui doivent concourir à la formation, à l'éducation citoyenne et autres. Et ça, c'est déjà, il faut que ce soit connu. Merci, merci, docteur. Excusez-moi, je vais prendre une question parce que... Oui, il y a une question juste sur les actes de Force Nouvelle, mais nous avons, pour les Forces Nouvelles qui sont diffusées par... Oui, des Fausses Nouvelles, les fake news, oui. Les fake news qui sont les Forces Nouvelles. Oui, les Forces Nouvelles sont punies, les Fausses Nouvelles qui sont répandues. Les fausses fake news, fausses nouvelles. Fausses nouvelles. Pas les Forces Nouvelles, les fausses nouvelles. Alors, donc, sont sous le coup d'abord du Code pénal d'une part, mais également d'une loi spécifique, la loi relative à la lutte contre la cybercriminalité du 19 juin 2013, donc qui réprime notamment les Forces Nouvelles comme étant, que ce soit en matière électorale ou non. Les fausses nouvelles, c'est pas... Les fausses nouvelles, docteur, on va y arriver. Les fausses nouvelles, et il faut quand même rappeler que la AK, justement, dans ce cas de figure, travaille de façon étroite avec la PLCC, justement pour réprimer les contrevenants. Nous avons une question qui vient de Priscilla de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui a permis cette année à ce que les élections se passent mieux que les années précédentes? Commissaire, Excellence. Oui, je voulais répondre. Rapidement, je vais faire le tour. Selon vous, qu'est-ce qui a permis? Je pense qu'il y a une meilleure prise de conscience des militants, des partis politiques, justement, comme dit le docteur Brice. Nous sommes conscients qu'il faut, c'est ça que je voulais développer mon point, c'est-à-dire que pour qu'il y ait une bonne démocratie, il faut une bonne connaissance de la démocratie et de la population. Oui. Alors donc, j'aime bien. Alors, je vais être obligé de vous couper, mais je vous redonnerai la parole. Pourquoi? Parce que la CEU nous appelle. Et après, je reviens vers vous. Je l'avais annoncé dans mon introduction. Oui, Victorien Angouin, vous avez la parole. Je vous ai la parole dans quelques instants. Donc, on vous retrouve dans quelques instants. Excellence. Oui, donc vous parliez justement de cette formation et ce qui a changé en ce qui concerne... Oui, parce que, et puis je voulais aussi dire que donc la prise de conscience, elle est grande. Oui. Et au niveau des partis d'opposition, vous avez remarqué que nous sommes allés à ces élections dans le cadre d'une alliance entre le PDCI et le PPACI. Et donc là, déjà, comme a dit le docteur, nous avons fait les modules de formation déjà en amont au niveau de la liste électorale. Nous avons animé une conférence conjointe avec le PPACI où nous avons identifié des anomalies de la liste électorale. Ça ne se faisait pas avant.
On a l'air... Une évolution dans la façon de préparer les élections. Pour répondre à votre question, oui, une évolution. Oui. Nous avons été très regardants sur la liste électorale. Nous avons fait la formation de nos militants, de nos candidats. Et également, nous aussi, au niveau même du déroulement du scrutin, nous avons un état-major... Oui, en parlant du scrutin, justement, là, la CEI nous appelle. Voilà, qui suivent l'évolution des choses. Et puis nous aussi, nous avons nos centres de calcul. Voilà. Merci infiniment. Nous rejoignons tout de suite la CEI. Victoria Angwa, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, Eliane. Les élections locales de ce 2 septembre constituent une étape du processus entamé depuis octobre 2020 par la présidentielle. Nous recevons depuis le siège de la commission électorale indépendante le président Coulibaly Kubière pour passer en revue tout ce qui a pu entourer le déroulement de ce scrutin depuis ce matin. Cela en entendant la proclamation des résultats provisoires. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, Monsieur. Alors, à cette heure-ci, quelle est la situation dans l'ensemble des lieux de vote sur l'étendue du territoire national? Alors, je voudrais vous remercier et dire qu'à ce stade, nous sommes au dépouillement. Vous savez, quand on finit de faire les élections, quand on finit de voter, il faut procéder au dépouillement. Donc, dans tous les bureaux de vote à l'heure actuelle, nous sommes au dépouillement. Et selon le type d'élection, de scrutin, nous partons à la commission locale pour faire la computation, ce qu'on appelle le recensement général du vote. Et si c'est une élection relative à l'élection des conseillers municipaux, la computation se fera dans la commune. Et ça s'arrête là. Il s'agira tout simplement de recenser tous les votes émis dans la circonscription communale. Et ce faisant, la proclamation va suivre. S'il s'agit d'une élection des conseillers régionaux, on part de la commune pour aller dans la sous-préfecture, ou de la sous-préfecture plutôt, on part de la sous-préfecture pour aller dans le département, du département, on part pour la région. Donc c'est comme ça que ça se fait. Et à chaque étape, on procède en fonction de la circonscription du territoire, de la circonscription, on procède à la compilation, c'est-à-dire au recensement général des votes dans cette circonscription. C'est comme ça que ça va se faire. Alors, l'ouverture des bureaux a eu lieu à 8 heures. La fermeture, on nous a dit, c'était à 17 heures. Ça a été effectif? Oui, oui, dans l'ensemble, ça a été effectif, mais dans d'autres cas, ça n'a pas été effectif parce que le vote a commencé un peu plus tard. Nous avons le cas du plateau et nous avons aussi le cas de certaines zones. Mais pour respecter le droit fondamental de l'électeur de voter, d'exprimer sa volonté, on a toujours demandé à ce que le vote soit prorogé, la période du vote soit prorogée. C'est ainsi qu'au plateau, où il y a eu un dysfonctionnement grave, nous sommes à 22 heures. Le vote va continuer jusqu'à 22 heures. Vous avez dit dysfonctionnement grave, de quoi s'agit-il? Oh, le dysfonctionnement est venu de ce que le matériel électoral n'était pas là, et puis n'est pas venu à temps. Et puis les commissaires qui étaient en charge de ce matériel-là, on avait des soucis pour les avoir. Et surtout, ce qui nous a fait un peu défaut, les fonctionnaires que monsieur le préfet a bien voulu mettre à la disposition de la commission ont fait défection à la dernière minute. Il fallait organiser une autre équipe encore pour procéder à l'activation des bureaux de vote. Et c'est ce que nous avons fait, c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'aller jusqu'à 22 heures. Alors, le vote a lieu jusqu'à 22 heures. Alors, on était habitué à la fermeture des bureaux à 18 heures. Cette fois, c'est 17 heures. Il y a une raison particulière? Oui, c'est parce que tout simplement, à 18h, 19h, dans beaucoup de lieux de vote, il n'y avait pas d'électricité. Il y avait la tension et ça se faisait dans la pénombre, laissant entrevoir une possibilité de fraude. Et pour que les choses se fassent dans la transparence, dans la clarté, on a souhaité que le vote prenne fin à 17h, permettant ainsi aux agents des bureaux de vote de faire la computation
en toute sérénité et en toute transparence. Voilà pourquoi on l'a fait à 17h. Mais bien entendu, à l'impossible, nul n'étant tenu, on pourrait aller à 22h si le besoin se présentait. C'est le cas du plateau. D'accord. Alors, Monsieur le Président, la présidentielle, il faut le rappeler, a été émaillée de violence dans certaines localités en Côte d'Ivoire. Heureusement, les législatives du 6 mars 2021 sont venues effacer cette page noire, je dirais, en raison de l'organisation jugée exemplaire. Qu'en est-il aujourd'hui des élections locales? Mais elles se sont dans l'ensemble bien passées. Bon, je peux le dire, et d'avis des observateurs, ça s'est passé globalement bien, en dehors de quelques incidents ça et là, qui sont des incidents marginaux, mais nous pensons que l'élection s'est bien passée dans l'ensemble. Alors, vous avez évoqué tantôt la question du matériel, mais les tablettes, oui. On parle de tablettes défaillantes, on parle de l'utilisation des anciennes cartes parce que les nouvelles poseraient un problème avec les tablettes. Là, il y a quand même une longue expérience dans l'organisation des élections. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Oh, vous savez, je crois qu'il y a la sensibilisation à la matière électorale aussi qu'il faut toujours accentuer auprès de la population. La tablette, l'usage de la tablette n'est pas une condition de validité de l'élection. La tablette est un instrument qui vient faciliter le gain de temps. Parce que dans le standard, un électeur, quand il rentre dans un bureau de vote, il peut y passer facilement 5 à 10 minutes pour aller voter. Et nous avons réfléchi, comme ailleurs d'ailleurs, et nous avons fini par aboutir à la possibilité d'utiliser les tablettes. Les tablettes qui permettent à chacun de nous, aussi bien l'organe en charge des élections que l'électeur lui-même, la tablette permet de gagner du temps. Ainsi, quand on utilise la tablette, à peine 3, 4, 5 minutes, on a fini. L'électeur a fini. Donc la tablette a pour objet la célérité dans l'opération de vote. Mais la tablette n'ajoute rien. Parce que quand vous arrivez, vous êtes détenteur de votre carte d'électeur. La tablette vérifie effectivement que vous qui détenez cette carte, vous en êtes le titulaire. Parce que dès que vous y mettez, vous apposez votre doigt sur la tablette, elle vous fait sortir votre faciès. Et automatiquement, c'est ce qu'on appelle les données biométriques. Et donc, quand elle fait sortir les données biométriques, on est assuré que c'est vous qui êtes devant nous et que vous allez voter. On n'a plus besoin de fouiller les documents. On n'a plus besoin de vérifier la carte d'identité. Ben voilà, vous voyez. Alors, si la tablette ne marche pas, on viendra à la fouille. Tout simplement. Donc, ces deux mesures de précaution. À défaut de la tablette, mais on utilise la méthode manuelle qui consiste tout simplement à regarder la personne qui est détentrice, bien entendu, de sa carte d'électeur ou de sa carte d'identité pour vérifier si elle se trouve sur la liste électorale. Parce que la condition première, c'est d'être électeur. Laquelle qualité est issue de l'inscription sur la liste électorale. Donc, voilà la tablette. Alors, si la tablette ne fonctionne pas, ça ne devait pas entraîner un dysfonctionnement majeur. D'ailleurs, nos équipes sur le terrain s'en sont rendues compte. Et puis, on est revenu, comme on appelle, à l'usage manuel des listings. Et on a retrouvé les électeurs. En clair, la tablette ne remet pas en cause... Mais pas du tout. La tablette ne remet même pas en cause la fiabilité, la crédibilité. Parce que non seulement l'électeur, quand il rentre, son nom est prononcé à haute voix pour permettre aux uns et aux autres de vérifier son existence sur la liste électorale. Mais mieux, cette liste électorale-là qu'on appelle la liste d'émargement est détenue par tout le monde, aussi bien les acteurs du bureau de vote que les représentants des candidats. Donc, ce faisant, la tablette venait tout simplement constitue une garantie supplémentaire. Elle n'est pas la garantie essentielle au point d'exclure les autres garanties. D'ailleurs, c'est vrai qu'on dit que 2 valent mieux qu'une, mais à la situation, quand le deuxième n'est pas opérationnel, bon, on s'en tient à la seule qui est là et qui est d'ailleurs fiable. Voilà. Alors, on revient un peu en arrière. Alors, mais je voudrais aussi, si vous permettez, l'hypothèse des 2 cartes d'identité que les uns et les autres ont. Voyez-vous, c'est parce que les gens ne font pas attention à tout ce que nous disons. Et c'est dommage. La carte nationale d'identité n'est pas la preuve que vous êtes électeur. La carte nationale d'identité atteste de votre qualité de national d'un pays. Mais tous les nationaux ne sont pas électeurs.
Il y en a qui sont déchus de leurs droits civils et politiques. Il y en a qui n'ont même pas l'âge de voter, bien qu'ils aient une carte nationale d'identité. Donc la carte nationale d'identité permet aux agents des bureaux de vote de vous retrouver facilement sur la liste électorale. Moi, je peux m'appeler Koulibaly, je m'appelle Koulibaly Kubier Ibrahim. Et puis, je n'ai pas ma carte. J'arrive, j'ai dit, je m'appelle Ibrahim Koulibaly Kubier. Ça fait déjà un nom inversé. Alors, quand les gens vont chercher, ils vont commencer par chercher Ibrahim, alors que ce n'est pas sur cette composition de mon nom que je me suis inscrit sur la liste électorale. Donc, on va perdre encore du temps. Voilà pourquoi l'usage de la carte nationale d'identité qui permet de positionner sur la base duquel, bien entendu, l'individu s'est inscrit sur la liste électorale. Donc, automatiquement, quand vous présentez cette carte, on vous cherche sur la base de la composition ou de la disposition de votre nom sur la carte d'identité. Voilà l'avantage de la carte d'identité. Mais ce n'est pas parce que vous avez la carte d'identité que vous êtes forcément sur la liste électorale. Vous pouvez avoir la carte d'identité et ne pas être sur la liste électorale parce que la carte d'identité n'est pas la preuve que vous êtes électeur. La qualité d'électeur est issue de la détention de la carte d'électeur parce que vous êtes inscrit sur la liste électorale. Alors, je le disais tantôt, je reviens un peu en arrière, un cas pratique au sujet de la fermeture des bureaux. Alors, j'arrive, je suis dans le rang, il est 17h. Qu'est-ce qu'on fait? On ferme le bureau et puis je repars à la maison? Non. Alors, voilà ce qui se passe. La consigne a été donnée à nos collaborateurs sur le terrain. C'est comme à la banque. Quand vous arrivez, dès que vous êtes dans l'enceinte de la banque, avant de sortir, vous faites votre opération. C'est la même chose. Dès que vous êtes dans le rang, il est demandé au président du bureau de vote de récupérer la carte d'électeur de tous ceux qui sont dans le rang, jusqu'au dernier. Jusqu'à ce que le dernier vote. C'est comme ça que ça va se faire. D'accord. Voilà. Alors, à quel moment peut-on s'attendre au premier résultat? Je m'attendais à cette question. Mais c'est pour bientôt, vous savez. C'est vrai, on nous dira que il faut aller vite, mais il faut aller sûrement. Il faut aller sûrement, parce qu'il s'agit de 2 élections, ne l'oublions pas. C'est 2 élections en une seule. En une seule, oui. Voilà. Donc, et les agents électoraux sont les mêmes qui sont les acteurs de ces 2 élections. Donc, on va pas à pas, mais qui va lentement, va sûrement. Donc, dans les heures qui arrivent, vous commencerez, vous allez avoir les premiers résultats. Ne vous en faites pas. Monsieur le Président, pour terminer, que recommandez-vous aux candidats et à leur formation politique, aux populations, je dirais même à la presse, par rapport aux résultats qui vont bientôt tomber? Parce que ça sera la dernière étape de ce processus, la proclamation des résultats provisoires. Oui, mais avant, je voudrais féliciter la population. Je pense que, sans pavoiser, je peux considérer que ces élections se sont plus ou moins bien passées. Même s'il y a eu des incidents, c'est le standard international, on admet que vraiment les élections se sont plus ou moins bien passées. Je voudrais donc profiter de votre antenne pour féliciter la population qui a joué sa partition, les candidats et la commission électorale indépendante ne fait que jouer toujours sa partition, même si de temps en temps on ne la comprend pas. De toutes les façons, quand ça marche, c'est bien, quand ça ne marche pas, ben, ce n'est pas bien. Mais c'est le sort de l'arbitre. Alors je voudrais donc dire que si vous vous êtes battu jusqu'à ce niveau pour exprimer à la population la pertinence de votre programme, il faut laisser la possibilité à cette population de choisir entre vous qui a le meilleur profil. Donc ce faisant, quand on va proclamer les résultats, si les résultats proclamés emportent votre adhésion, il serait indiqué pour vous d'aller saluer, d'aller féliciter celui qui a gagné, dont la liste est passée. Mais ce qui est très important, c'est que dans cette élection, il s'agit d'une élection de liste proportionnelle. C'est une élection qui fait qu'il n'y a même pas de perdant. Tout le monde gagne. Parce que tout le monde est censé être dans le conseil. Et c'est pour cette raison qu'il n'y a même pas intérêt à faire de la bagarre. Alors, la liste qui va emporter le maximum de suffrages prend la moitié des sièges. Et l'autre moitié des sièges sera repartie entre toutes les listes, y compris celle qui a pris la moitié des sièges. Au point où, au sortir de ce résultat, dans le conseil, on aura aussi bien les alliés comme les adversaires. Donc, il n'y a pas intérêt à
se bagarrer ou à exercer des violences les uns sur les autres, d'autant plus que l'objectif, c'est l'amélioration du bien-être de la population. Et s'il arrivait que par extraordinaire, certains ne soient pas contents du résultat, motif pris de ce qu'on leur aurait arraché leur victoire. Mais c'est simple, le législateur dit, en pareille circonstance, dès la proclamation des résultats, vous avez 3 jours pour saisir le Conseil d'État. Le Conseil d'État qui est l'organe juridictionnel en charge du contentieux de l'élection. Mais vous déposez votre requête à la commission électorale indépendante, 3 jours après la proclamation des résultats. Le dépôt de la liste de votre requête à la commission électorale indépendante est fondé sur le respect du principe du contradictoire. Premièrement, ça permet à la commission électorale indépendante de savoir ce que vous lui reprochez. Et elle va donc préparer un mémoire en défense. Mais tout comme celui dont l'élection est contestée, on lui donne aussi une copie de votre requête pour dire « Fais attention, il ne faut pas vite pavoiser parce que voilà, ton élection vient d'être contestée. » Il appartiendra à ce dernier de préparer son mémoire à défense pour saisir la commission, comme on appelle le Conseil d'État. C'est l'ensemble de ces dossiers qui sera transmis par les soins de la commission électorale indépendante au Conseil d'État. Et je voudrais encore préciser que les candidats, comme on l'a déjà dit depuis le début, ont eu le pouvoir de se faire représenter dans tous les bureaux de vote. Ils doivent détenir soigneusement les procès-verbaux qui leur sont remis. C'est le procès-verbal qui fait foi dans un procès de ce genre. Dans un contentieux de l'élection, c'est le procès-verbal qui fait foi. Parce que c'est le procès-verbal qui traduit ce qui s'est passé dans le bureau de vote. Alors, si vous n'avez pas le procès-verbal, mais comment vous faites pour contester? Parce que toutes les irrégularités n'emportent pas annulation. Seules les irrégularités qui affectent la sincérité du scrutin et qui entachent l'ensemble des résultats qui emportent l'annulation. Donc, il est bon que vous soyez munis du procès-verbal qui est le journal du bureau de vote, qui trace, qui décrit tout ce qui s'est passé dans le bureau de vote. Donc, on n'a même pas besoin de faire des palabres. Vous avez la possibilité non seulement de mentionner vos contradictions ou vos observations ou vos protestations sur le procès-verbal, ou à défaut, vous pouvez faire une requête où vous allez détailler les griefs que vous reprochez à la décision de la commission électorale indépendante ou à l'élection de la liste qui a été proclamée vainqueur. Voilà. Donc, il n'y a même pas place de violence. Et c'est pour cette raison, je voudrais encore demander à la population, aux candidats, aux électeurs, de continuer dans le bon sens, c'est-à-dire le sens du calme, le sens de la sérénité, parce que c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne, ce sont les communes qui gagnent. Parce que, monsieur le journaliste, voyez-vous, cette élection, c'est une élection de développement. On distingue 2 types d'élections. Il y a les élections nationales et il y a les élections locales. Les élections locales répondent au développement local de nos communes et de nos régions. C'est une affaire de la population. Donc, on n'a pas à se battre. Voilà pourquoi le législateur fait de sorte que tout le monde soit dans le conseil. Ce n'est pas une seule personne. Alors, comment voulez-vous être dans un conseil quand vous vous coupez à la machette, quand vous vous insultez, quand vous dépassez certains stades, alors que vous allez travailler pour la commune ou pour la région? Voilà pourquoi il est bon qu'on s'entende. Merci, Monsieur le Président. Je pense que vous avez été entendu et ils vont s'entendre. Eliane Herveau, pour la nuit électorale, à vous, à Cocody. Merci Victorien Angoua. Je rappelle que vous êtes à la CEI. Merci au président de la CEI. Merci monsieur le président. Merci monsieur Kubert pour toutes ces informations, ces clarifications qui permettront, nous l'espérons en tout cas, que ces résultats soient accueillis et attendus surtout avec beaucoup de sérénité. Nous lançons à présent un élément du médiateur. Il y a eu beaucoup de sensibilisation justement pour des élections apaisées et nous écoutons le médiateur Adama Tungara. Je remercie tous les candidats à ces élections de s'être engagés à préserver la paix à travers la signature d'une charte et exhorte à cultiver la tolérance et la courtoisie dans le discours pendant la campagne électorale
à bannir tous actes et autres comportements susceptibles de porter atteinte à la cohésion sociale. J'invite en outre les candidats à privilégier les recours prévus par la législation électorale pour exprimer d'éventuels désaccords. Alors, le médiateur invite tous les candidats, et je pense que nous avons les partis politiques, Madame la ministre, le commissaire, à bannir tout acte qui pourrait, en tout cas, mettre à mal la cohésion sociale. Commentaire, justement, après cet élément, commissaire, par rapport à la paix et aussi cette sensibilisation à la paix et la formation pour un comportement citoyen. Alors, la paix, c'est ce à quoi nous aspirons tous. C'est pour ça, au niveau de la police, nous ne faisons pas que de la répression. Heureusement. Heureusement. Et donc, dans le cadre de la police de proximité, nous avons créé ce qu'on appelle les comités consultatifs d'éthique. Et un canal qui permet de regrouper les forces de l'ordre et la population. Et donc, ça nous permet, à partir de ce véhicule-là, de passer des messages à la population, des messages de paix, des messages relatifs à des élections apaisées. Et donc, sur la question, nous avons joué notre partition. On a vu que vous êtes rapprochés, vraiment, il y a eu beaucoup de moments, on va dire, de solidarité avec la population, des actions qui ont été menées de votre côté et au niveau des populations. Tout à fait. Alors, Excellence, justement, on voudrait rebondir sur ce que le médiateur a dit par rapport justement à ces élections apaisées. Comment justement vous évaluez la participation citoyenne dans ce sens? Oui, d'abord le PDC est à l'aise parce que nous sommes le parti de la paix, le parti du dialogue. Et le président Bédié, jusqu'à son dernier souffle, était la porte de la réconciliation nationale. Et c'est un impératif pour que le pays retrouve en tout cas toute sa cohésion. Cela dit, tous nos candidats ont signé cette charte de la paix. Nous l'avons accueillie avec beaucoup de joie et parce que c'est une nécessité. Il faut que nous puissions aller à ces élections et avoir des résultats apaisés. Maintenant, je voudrais dire que nous avons parlé de formation et toute cette dynamique-là, nous avons formé nos militants dans ce sens. Et nous allons, c'est pourquoi de la formation a insisté sur comment remplir le PV, parce que, comme a dit, nous sommes d'accord avec le président cubain, que c'est l'élément, la pièce à conviction que vous allez, qui sert en cas de contestation. De soutien à la contestation, enfin au recours en justice. Le PDC, nous sommes à l'aise dans cette logique-là. Voilà. Alors moi, justement, je vais rebondir sur la charte dont parlait donc le médiateur et qui a été signée par tous les partis politiques. Madame la ministre, docteur, pourquoi encore aujourd'hui, je ne vous indexe pas, mais comme vous êtes les deux à parler, pourquoi encore en 2023, il faille signer une charte de bonne conduite pour avoir un comportement citoyen, docteur? Madame la ministre, docteur. Alors, c'est la question de la contribution des différents acteurs dans la formation citoyenne. Il existe des textes, comme on l'a dit, comme vous l'avez si bien indiqué, la charte ne devait pas avoir sa place. Mais le constat faisant, il est important que dans chacune des localités, ce qu'on a vu, les préfets des régions un peu partout, et puis le médiateur, qui ont essayé de faciliter la signature de chartes de bonne conduite entre les différents candidats dans les différentes régions concernées, de sorte à s'entendre sur le minimum, sur la base minimale. La base minimale, est-ce que ça veut dire que sans on ne peut pas s'entendre? Est-ce que sans on ne peut pas s'entendre, docteur? Non, on peut s'entendre, on doit même s'entendre. On doit s'entendre. Parce que d'abord, en fait, c'est les mécanismes de facilitation. Ce sont les mécanismes de facilitation. Le rôle du médiateur a son rôle, le médiateur de la République. L'élection ne doit pas être un moyen pour saper la cohésion sociale. Et c'est de ça qu'il a parlé. Et c'est son rôle en tant que médiateur de la République. Mais par contre, le président de la CEU, il vient de le dire, l'État, ou dans l'État, il y a des normes. Et la norme, c'est la loi qui a été prise, c'est le code électoral, et c'est également qui va prescrire ou décrire les procédures en cas de contentieux électoral. D'accord. Alors, dès l'instant où la voie pour contester une élection est possible, est prévue par les textes, il n'y a pas lieu, il n'y a pas matière
à faire notamment des règlements au pugilat. Donc il faut juste utiliser la voie qui est prévue. Comme cela a été dit, c'est tellement important que dans la formation des candidats, on insiste sur le fait que le premier acte pouvant ouvrir ou être susceptible d'ouvrir la voie contentieuse, éventuellement, après notamment l'élection, parce que nous avons fini le contentieux de l'inscription, nous avons fini le contentieux de l'éligibilité, nous sommes maintenant dans la phase de l'élection qui ouvre droit maintenant au contentieux de l'élection, dont vient de parler le président Kouibier de la CEI. Alors, en ce moment-là, il y a une voie, c'est-à-dire, on saisit soit les mentions de contestation sont inscrites sur le procès verbal, soit. Si vous ne voulez pas inscrire dans la formation, c'est pour ça que j'insiste, à nos candidats, au staff de nos candidats, aux scrutateurs et également aussi aux superviseurs, de sorte à ce que ces éléments soient... Et dès l'instant où on a une voie pour contester l'élection de l'adversaire, ou bien lorsqu'il faut suivre la procédure. Mais par contre, il y a des mécanismes qui tentent à faciliter cette formation, d'où la conclusion, du moins, la signature, c'est les chartes, les chartes de bonne conduite entre candidats. D'abord, pour qu'ils acceptent le résultat des urnes, qui va sortir, quel qu'il soit, favorable ou défavorable, il doit pouvoir l'accepter. Ça a été dit que les perdants soient promptes à féliciter le vainqueur. Docteur, je voudrais entendre Madame la ministre, s'il vous plaît. Je sais que vous êtes vraiment très engagé et c'est important parce qu'on nous regarde. C'est de la pédagogie. Œuvre de pédagogie. Non, c'est de la pédagogie. C'est pour ça justement que ces émissions, elles existent et c'est important ce que vous dites. Je voudrais juste entendre Madame la ministre. Voilà, moi je voulais répondre sur la question qui disait pourquoi est-ce que cette année les élections sont paisibles. Tu avais posé cette question tout à l'heure. Et je pense que c'est Priscilla qui a posé cette question. Voilà, Priscilla, moi je vais répondre à cette question. C'est un défi commun pour la Côte d'Ivoire. Il faut que notre nom soit dissocié des crises électorales, préélectorales. Et je pense que tout le monde en est conscient. Déjà la CEI, moi je voulais profiter, je ne sais pas si j'aurai l'occasion de féliciter le président Kouibier. Sincèrement, cette année, avec la présence des femmes, j'ai des échos. Je n'étais pas sur le terrain officiellement, mais j'ai eu les 30% de femmes. Elles m'ont appelé. Il y a eu un conflit, par exemple, entre deux candidats. Et la dame me dit, moi j'ai dit à notre tête de liste, mais tu es le meilleur, tu vas gagner. Ce n'est pas la peine de faire des conflits avec l'autre parce que tu passeras. Et ça l'a apaisé. Les femmes ont leur rôle, comme je dis, selon les besoins sexuels spécifiques. Bien sûr. Et le deuxième élément que je voulais dire, c'est qu'il faut qu'on continue comme ça. On ne doit plus revenir en arrière. Les partis forment, la police forme, le médiateur s'exprime. Il faut que chaque Ivoirien soit aussi responsable de cette paix-là. La paix, ce n'est pas l'absence de conflits. Il y aura toujours des conflits là où les hommes seront. Mais c'est par contre le règlement systématiquement calme des conflits dès que ça se présente. Et c'est ce que la dame a fait. Il y a aussi les jeunes qu'on a formés. Comme je dis, nous, on forme tout le monde. L'essentiel, c'est qu'il y ait la paix. FPI, PPACI, PDCI, vous voyez, toutes les femmes du Compédium sont un peu partout. C'est une très bonne chose, c'est inclusif. C'est très inclusif. Et bon. Alors, le président de la République, tout à l'heure, dans son élément, il parlait justement du taux de participation. Et on sait que pour ces élections locales, le taux n'est pas très élevé. En 2018, 46% pour les régionales et un peu plus de 36% pour les communales. 46% pour les régionales et un peu plus de 36% pour les communales. Alors, aujourd'hui, il y a davantage de partis qui sont en compétition. Tous les partis sont en compétition. Est-ce que vous pensez que, très rapidement, que cela pourrait impacter justement ce taux de participation? Moi, je voulais dire que non seulement ça va impacter, certainement, et ça, ce sont des prévisions, le taux de participation, votre lecture. Mais ma lecture, c'est que comme tous les partis politiques ont contribué à cette élection-là, ça fait aussi que nous avons la paix. Enfin, c'est un élément qui ne m'est pas dit, mais c'est très important. Mais sur le taux de participation? Sur le taux de participation, c'est sûr. Et puis, je me dis que même si cette année, on n'a pas eu ce qu'on veut, mais dès l'instant où j'ai vu un monsieur qui était allé voter à Cocody, là où je suis partie, je lui ai demandé, madame, il dit, ah, madame est sur la liste des conseils municipaux. Il était tout heureux. Il est venu voter avec son fils. Donc, c'est sûr que ça va augmenter, même si ça n'a pas augmenté. Dans 5 ans, ça va augmenter parce que non-retour. On ne retourne pas en arrière. Non. Excellence. Le taux de participation, vous pensez qu'aujourd'hui... Je pense que ça va augmenter parce que, en tout cas, au niveau du PDCI, nous avons fait le nécessaire pour mobiliser
militants, nos électeurs. Et comme je vous ai dit, par le choc de la mort du président Henri Konan Bédié, ça a motivé une motivation supplémentaire pour nos candidats, enfin, et nos électeurs, nos militants, de trouver quelque chose voilà, pour saluer la mémoire de ce grand homme qui attachait beaucoup de prix à ces élections locales. Commissaire, c'est vrai que vous n'êtes pas politicien, vous assurez notre sécurité, mais au regard de ce... Est-ce que vous avez constaté qu'il y a un engouement, davantage de mouvements, on va dire, vers les bureaux de vote, comparativement aux années précédentes, qui pourrait peut-être laisser entrevoir un taux de participation qui serait un peu supérieur? Alors moi, personnellement, je l'espère, mais je ne voudrais pas me hasarder. Absolument. Voilà, je voudrais attendre les chiffres officiels. Voilà, pour me prononcer. Docteur, taux de participation, vous pensez qu'il va aller au-delà des chiffres que nous avons partagés? Alors, comme vous l'avez si bien indiqué, d'abord, les élections locales, pour l'instant, ont montré des chiffres de taux de participation à moins de 50%. Alors que ce sont des élections de développement, alors que justement, ce sont des élections de développement. Et c'est là où justement les populations devaient se sentir le plus intéressées, le plus participatifs. Notre mission en tant que parti politique, RADP, c'est de faire en sorte que nos militants, parce que c'est la société politique, nos militants d'abord soient mobilisés autour et derrière nos candidats, les candidats du parti. Et d'ailleurs, le parti a présenté au municipal des candidats dans toutes les communes, les 201 communes. Nous sommes le seul parti d'ailleurs à avoir présenté, eh bien, c'est bien, 201 candidats dans les 201 circonscriptions électorales. Alors, nous avons, je pense, une vingtaine de femmes. Hein, mais vous avez atteint de toutes les manières. Voilà, donc nous avons dépassé d'ailleurs le taux de participation à 34%. Pour les communales et également le même taux aussi pour les régionales. Donc, au niveau également de taux de participation, pour moi, c'est un baromètre. C'est une vitalité d'ailleurs pour la démocratie. Le fait de participer, parce que l'élection d'abord, c'est de permettre à l'électeur, au peuple, aux citoyens de participer au choix des personnes devant présider à leur destin, devant les gouverner. Et cela, ça rentre dans l'éducation citoyenne, l'éducation politique, qu'il faut également faire en sorte à étendre. Mais cela dit, la démocratie n'est pas une œuvre finie, ni figée. Elle est évolutive sans cesse. Les pays dits déjà démocrates, quasiment sont des États où vous voyez encore des signes qui rappellent notamment des temps anciens. Donc, pour dire que les efforts sont à continuer, les efforts sont à parfaire. Et je suis convaincu qu'au fur et à mesure que nous avancerons, ce qui est important pour ces élections, c'est le caractère inclusif. Tous les partis politiques sont pour cette élection depuis 2013-2018. On peut dire que c'est cette élection qui va départager, qui va permettre à chacun des partis de jauger son véritable poids. Très bien. En parlant de poids, justement, je voudrais demander au commissaire, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on a parlé de votre présence sécuritaire, mais est-ce que vous êtes étendu jusque sur les frontières? Parce que c'est vrai qu'on est dans une zone d'instabilité, il faut le dire, mais comment vous avez géré justement nos frontières? Les frontières sont tenues par les FACI. Oui. Voilà, donc bien tenues d'ailleurs. Et donc, les autres forces se sont focalisées sur les élections, mais les frontières étaient bien tenues par les FACI. Est-ce que vous avez été, durant justement cette campagne, ou aujourd'hui, le jour du vote, vous avez été interpellé, appelé? Est-ce qu'on a eu vraiment besoin d'avoir recours à la police, sans donner de chiffres, hein, ni de localité, on va dire? Ben oui, forcément. Forcément, mais je veux dire, dans l'ensemble... les choses sont bien déroulées, les électeurs se sont bien comportés dans l'ensemble et donc nous n'avons pas eu à intervenir énormément. Il est sûr qu'il y a eu quelques incidents, mais nous disons que c'est des incidents mineurs qui ne sont pas susceptibles de véritablement entacher la crédibilité de l'élection sur le plan national. Alors, pour continuer sur cette lancée, alors on a parfois des zones rouges. C'est vrai que la Côte d'Ivoire avance. On a eu un passé un peu troublé, mais aujourd'hui, c'est la stabilité. Il y a encore des zones sensibles. Alors, est-ce que sur ces zones sensibles, Madame la Ministre, Excellence,
docteur, vous avez eu à sensibiliser davantage ou à mettre un accent particulier sur ces zones? Même pour les femmes. Oui, pas forcément les femmes, même. On a des personnes qui étaient dans la région de San Pedro. Oui. J'ai appelé une des dames, parce qu'aujourd'hui, la chance, c'est qu'il y a beaucoup de femmes sur les listes des conseils municipaux. Je reviens là-dessus parce que c'est trop important. On a lutté. Et vous êtes battue. Comment? Donc, peut-être que les autres ne voient pas. J'insiste là-dessus parce que je suis trop heureuse. C'est une longue lutte. Et vous n'étiez pas seule avec les partis politiques, le ministère, les ONG, tout le monde a travaillé. Mais je dis que pour nous qui avons commencé il y a au moins 30 ans, je dis que vraiment c'est une... Et donc, ces femmes-là, elles m'ont appelé pour dire qu'il y avait quelques difficultés dans la zone. Donc, elles ont travaillé là-dessus. L'avantage avec le Compédium, c'est qu'on est partout. Que ce soit la Commission des droits de l'homme, que ce soit ici à la RTI, Eliane, vous savez de quoi je parle, que ce soit dans les grandes institutions, aux affaires étrangères, dans les partis politiques, VDCI, RAD, partout. Et donc, on a des informations. Mais notre rôle, comme il disait tout à l'heure, c'est un processus. Oui. Comme je dis, non-retour, ça veut dire qu'on va travailler jusqu'à ce qu'on atteigne le sommet que nous voulons en matière de paix, parce que la paix est non négociable. On continuera avec ça. La paix est non négociable. Comment vous avez géré, Excellence, justement ces zones sensibles? Enfin, je voudrais aussi entendre le commissaire, même si c'est vrai que vous ne dévoilez pas tout. Non, en réalité, ces zones. En réalité, nous, nos militants sont les victimes, si vous voulez, parce que... Pardon? Sont des victimes de la violence. Sont les victimes de la violence? Oui, parce que y a beaucoup d'intimidation. Par exemple, je prends l'exemple, le PDCI n'a pratiquement pas de candidat au Nord. Parce que ça dit que... Comme vous dites que vous sont victimes de la violence... C'est une zone à risque pour vous, le Nord? Je veux dire qu'il y a l'intimidation. On sait quand même, nous savons très bien qu'ici, quand vous n'êtes pas au parti au pouvoir, écoutez... Vous avez été au pouvoir. C'est les zones à risque. Hein. Vous avez, je suis un fonctionnaire de l'État au Côte d'Ivoire. Vous êtes fonctionnaire de l'État, alors... Oui, je pense que... Enfin, je voudrais quand même recentrer... Justement, vous avez posé la question. Ma question, je la reprends. J'ai demandé comment vous avez justement... Ça, c'est de toutes les mêmes, dans toutes les élections. Il y a parfois des zones sensibles. Quand je dis sensibles, parce que par le passé, même que ce soit la Côte d'Ivoire ou d'autres États, on a connu parfois des moments de turbulence. Foyer de tension. Foyer de tension. Alors, comment vous avez justement sensibilisé... les intimidations. Comment vous avez, Excellence, sensibilisé vos électeurs et les candidats, s'il y en a, quelle que soit la zone, justement pour que on arrive à des élections apaisées? La ministre tout à l'heure, elle a donné un exemple. C'est vrai que ce n'est pas provocation, il n'est pas répondre aux provocations et de se focaliser sur leur programme et faire une campagne civilisée. Et je voulais profiter pour dire que le PDCI inaugure une génération de jeunes politiciens qui sont au contact de la population, de la proximité. Et ils n'attendent pas seulement les élections pour pouvoir démontrer leur programme. C'est au quotidien. Donc vous faites de la formation régulière? Oui, absolument. On a dit que la politique, c'est la réalité du terrain. Très bien. Le terrain, ce n'est pas le jour de l'élection, vous allez venir le jour de la campagne. Non. Après ces élections, vous devez continuer à être au contact de la population, avoir une conversation permanente avec eux. On parle de politique de proximité, ce que nous faisons. Voilà. Docteur, je voudrais vous entendre sur cette question. Alors, encore c'est simple pour nous. Nous avons fait la formation. Oui. Alors, de façon succincte, il n'y a pas de problème. Non, nous avons fait la formation. On vient de le dire, c'est que la formation permet d'informer les populations sur les voies de règlement en cas de contentieux. C'est cela qui va permettre notamment de résorber les tensions. Dès l'instant où vous pensez que vous avez été éventuellement spolié de votre suffrage, dès l'instant où vous avez été agressé, vous avez des voies de recours. Parce que vous vous rendrez également coupable si vous répondez à ces actes. C'est pour ça que j'ai indiqué que nous avons fait une formation avant le scrutin, pendant le scrutin, pour éviter, parce que vous voyez, lorsqu'il y a des tensions, cela peut être des facteurs susceptibles d'annuler l'élection. Alors, si nous ne faisons pas de formation, lorsque l'élection est annulée, c'est au préjudice de qui? Du parti. Du parti et de tous les partis. Et c'est pour cela que, justement, nul n'a intérêt
à ce qu'il y ait notamment des foyers de tension qui soient encore actifs. Le constat qui vient d'être fait, je pense que, comme l'a dit Frazi Yao, c'est qu'il y a une évolution. Le constat qui vient d'être fait aujourd'hui, alors que le scrutin est inclusif, où tous les acteurs sont en train de compétir, c'est que le climat est à l'apaiser. C'est un constat, c'est un résultat. Alors, à partir de ce moment, on pense que les foyers de tension qui existaient sont en train de s'éteindre. Et c'est d'ailleurs bon pour la démocratie, pour la vitalité de la démocratie. Donc, voilà en gros ce que nous avons fait. Nous sommes heureux de voir qu'aujourd'hui, le scrutin a été globalement apaisé partout, malgré la présence de tous les acteurs. Alors, à l'époque, il y avait boycott, on parlait de boycott actif. C'était une zone un peu difficile quand même. Hein. Mais avec tout le travail que les chefs, les partis politiques, nous-mêmes, cette année, tout s'est bien passé. Moi, j'y étais juste. Pour l'importance de la réconciliation. Vous voyez, non, c'est important. Justement. Alors, nous aurons aimé qu'il y ait un boost soit donné au plus haut niveau. En tout cas, nous, on travaille avec les communautés, même si les partis politiques, je sais que vous justement, la société civile, même si vous ne faites pas ce que nous souhaitons, nous, au niveau des communautés, nous responsabilisons les femmes et les jeunes à prendre leur pouvoir de paix, à utiliser ce pouvoir qu'ils ont. D'ailleurs, vous voyez, non. Même si, parce que quelquefois aussi, il y a des partis politiques qui sont trop en conflit et ça réagit sur la population. Ça aussi, il faut qu'on le dise. Hein. Donc, il faut que tout le monde se calme. La Côte d'Ivoire a besoin de paix, de sérénité. La Côte d'Ivoire a besoin de paix, de sérénité. Tout à l'heure, en introduction, il faut qu'on y aille ensemble. Justement, en ce qui concerne la paix et la sérénité, les médias ont joué un rôle et jouent de toutes les manières un rôle crucial dans toute campagne, dans toute élection. Alors, est-ce que vous vous êtes appuyé sur justement les médias pour vos campagnes, pour qu'on vous voit? Comment vous avez... Et puis, commissaire, vous également, hein, au niveau de la sensibilisation, pour montrer votre présence. Comment vous avez géré justement avec les médias? C'est vrai que nous sommes sur un plateau ce soir, mais comment vous avez justement géré avec les médias, commissaire? Alors nous, on a déjà... Et vous avez une page Facebook aussi. Justement, c'est moderne. C'est moderne. Oui. Et puis c'est une page qui est très suivie, donc nous passons régulièrement des messages de paix dessus. Et c'est très suivi. Alors à côté de ça, comme nous l'avons indiqué, nous avons les CCE, qui nous permettent de sensibiliser les communautés. Et puis, vous avez posé une question, comment on gère les zones chaudes? Mais c'est simple, nous avons des remontées d'informations. Donc, quand on a ces informations, on renforce le dispositif sur ces zones-là. Et puis, ça nous permet de contenir les velléités de perturbation. Je vais devoir, j'ai annoncé tout à l'heure que nous avions un roulement et ce n'est de toute manière pas le lieu d'un plateau. Donc, Madame la Ministre, je voudrais vraiment vous remercier au nom de la RTI d'avoir participé à cette nuit électorale. Excellence, merci au PDCI. Commissaire, merci, commissaire des visionnaires, merci infiniment. Et puis merci évidemment au patron de notre police qui veille. Merci, docteur ORHDP, d'avoir tenu à être là ce soir pour parler à toute la Côte d'Ivoire. Vous avez parlé aux Ivoiriens qui vous ont écouté. Merci à vous. Et nous